Alors, coucou Mathilde. Coucou André, bonjour à Bonjour tous. à tous. Bonjour à tout le monde. Sur ces beaux souvenirs de la dernière édition de Startup Safari, on se retrouve ici à distance, à travers les écrans, mais je suis quand même hyper heureux de te retrouver ici avec nous encore au Startup Safari. Toi, de Startup Safari, tu as déjà participé à l'émission, tu as même fait des rencontres extraordinaires aussi, au Startup Safari. Et tu étais aussi notre partenaire pour justement la dernière édition pour la communication parce que tu gères une agence de communication digitale, RP Digital, spécialisée notamment dans le tourisme. C'est ça, Et ben, merci exactement. d'accepter à nouveau d'être là avec nous. Et pourquoi, en fait, j'ai pensé à toi quand on faisait la programmation? Ben, parce que quand je dis on va parler de rebound, ou comment rebondir face à une crise comme la crise Covid ou toute crise qu'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur, quelqu'un qui est dans la communauté et en plus dans le tourisme, je me disais, alors, tu devais vraiment euh, faire ce grand rebond l'année dernière et surtout encore maintenant. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment tu as été impacté par tous ces événements-là et qu'est-ce que vous avez mis en place pour que vous vous en sortez? Bah, merci pour l'invitation, André. C'est vrai que nous, c'est une grande histoire avec Startup Safari. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure quand on parlera de notre side project de Madame Persil. Alors, RP Digital, oui, c'est une petite agence de communication. On fait des relations presse et de la communication digitale principalement, et principalement pour les acteurs du tourisme, parce que moi, ça fait plus de 10 ans que j'évolue dans ce secteur qui est ma spécialité, et aussi le secteur culturel, mais qui est aussi impacté. Je j'ai pas de chance sur les deux plans. Oui, alors nous, on a été impacté dès le début, en fait, avant même le confinement de mars 2020. En fait, on travaillait avec un acteur du tourisme franco-italien. Donc, dès le mois de janvier 2020, avec le confinement de Milan et de sa région, on a dû adapter notre communication sur les réseaux sociaux pour ce client. Donc ça a été dès le départ. À titre un peu plus perso, on partageait nos bureaux à ce moment-là avec quelqu'un qui habitait dans l'Oise. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais l'Oise, dès le mois de février, ils avaient la fermeture des écoles. Donc nous, on était déjà en plein dedans dès janvier-février. Donc on n'a pas été très étonnés par le confinement, mais on n'est jamais vraiment prêt à faire face à une telle crise. Alors c'est vrai que dans le tourisme, on a quand même l'habitude de faire face à certaines crises. On a eu le 11 septembre, par exemple, avait eu beaucoup d'impact en termes touristiques et pendant plusieurs années. On peut avoir des grandes catastrophes naturelles aussi. Tu te rappelles l'explosion du volcan dont j'ai perdu le nom en Islande, qui avait beaucoup impacté le transport aérien. Tu as perdu, je pense que c'est un peu C'était c'était imprononçable, voilà, on s'en est jamais vraiment rappelé. Donc on a l'habitude quand même dans le tourisme de s'adapter, d'être assez souple parce qu'on a à faire face à de nombreuses crises. Là, on est quand même dans un niveau au-dessus parce que ça fait 1 an que ça dure. Dans le tourisme, ça risque de durer encore un petit moment. Donc nous, concrètement, comment on a été impacté dès le mois de mars, mi-mars et l'annonce du confinement, on a perdu 2 clients. D'un coup, donc ce transporteur franco-italien pour qui on travaillait depuis 3 ans. Et un nouveau client, c'était un voyagiste pour lequel on venait de commencer une mission. Donc ça a été quand même une grosse claque. Et ensuite, par contre, les clients qui restaient, la plupart ont voulu tout miser sur la communication. Parce que pendant cette période, ils voulaient pas se faire oublier des voyageurs et que leur destination, notamment pour parler d'office de tourisme, reste un peu dans la travel wishlist dans la travel wishlist des gens, des voyageurs, des fans sur les réseaux sociaux, vu qu'on s'occupe beaucoup de réseaux sociaux, en plus des relations presse. Et du coup, nous, notre rôle, c'était vraiment de redoubler de créativité, d'imagination pour rester actifs et que nos clients restent visibles même si on pouvait pas voyager. Donc on a fait des apéros Zoom, par exemple. Pendant le confinement, on a tous fait des apéros Zoom avec nos copains. c'était vraiment la tradition, hein. On a un peu Voilà, oublié. et ben nous, on l'a fait pour nos clients.
donc des apéros Zoom avec les fans, avec leurs fans Facebook. On essayait vraiment d'être créatif. Donc les clients qui restaient, par contre, ça nous prenait 2 fois plus de temps que d'habitude. Et puis on en avait perdu d'autres. Donc ça, c'était pas évident. Et puis on a eu aussi des clients qui, eux, ne souhaitaient pas forcément communiquer. Tant qu'on n'y voyait pas plus clair. Ça aussi, c'est pas forcément évident à gérer parce que derrière, on a des journalistes qui veulent de l'info, des fans réseaux sociaux qui veulent des infos. Donc, il faut gérer cette attente. Pendant l'été 2020, on a les professionnels du tourisme, on a tous eu l'espoir d'un rebond dès l'automne. Donc, on travaillait tous sur la reprise et sur l'idée d'un tourisme post-Covid. Un tourisme post-Covid qui serait plus durable, qui serait un peu différent. Donc, on communiquait beaucoup dessus. En termes de communication, c'était un super axe. Et puis, en fait, patatras, à l'automne, 2e confinement. Et là, on a à nouveau perdu plusieurs clients. Et non, cette idée, cette mantra qui était là au premier confinement, on y croyait tous, hein, le monde d'après. Au final, moi, parce que aussi, c'est la naissance de mon fils, mais j'ai plutôt un souvenir assez positif, optimiste. C'était une dinguerie, mais on était tous un peu, enfin même très soudés. On s'est retrouvés pour se redire. On réfléchissait sur ce monde d'après, le tourisme effectivement aussi plus durable, la culture plus ouverte, avec d'autres possibilités, etc. Est-ce que, donc là, après le 2e confinement, on est dans le 3e actuellement, mais on est toujours dans ce même esprit? Bah, c'est plus compliqué. Honnêtement, comme tu dis, il y a eu cette vague d'optimisme l'été dernier. Nous, on avait ce super axe de communication, et avec l'annonce du 2e confinement, on a perdu des clients, les prospects ne voulaient pas s'engager tout de suite, donc on était dans l'attente, mais à la fois en perso et en pro, hein, en fait, et l'attente de voir ce qui allait se passer. Et là, il y a eu une période un peu plus, moins optimiste. Nous, vraiment, à l'agence, on était aussi, enfin, c'était difficile, quoi, d'avoir cette 2e vague de clients qui stoppent ou qui mettent en suspens leur contrat. Aujourd'hui, à nouveau, en janvier, je trouve qu'on avait à nouveau une vague d'optimisme, l'arrivée des vaccins, la nouvelle année. Donc on reparle un peu de ce tourisme post-Covid, de l'ère post-Covid. Et puis, patatras, on a ce nouveau confinement. Donc c'est vrai qu'il faut toujours essayer on passe par des hauts et des bas, quoi, mais de positiver. Je continue quand même à beaucoup y croire à cette ère post-Covid. On sent que ça se rapproche. Ça sera pas pour cet été, je pense. Enfin, il y aura du tourisme en France, hein, mais pour le tourisme international, faut compter fin 2021, début 2022. Mais du coup, nous, on a essayé de rebondir pour reprendre le thème de la session, à la fois en travaillant avec des acteurs du tourisme français et en même temps en essayant d'investir d'autres secteurs, comme l'environnement et l'écologie. Tout ça est très lié au final, hein, tu vois, on a parlé de tourisme durable. L'environnement et l'écologie nous sont pas étrangers parce que comment on s'est connus, Andrej? Parce que on a participé en 2018 à Startup Safari. Donc nous, on n'est pas une startup, on est une agence de com, mais on partageait nos bureaux avec une startup qui s'appelle Ma Petite Couche, qui fait de la location de couches lavables, donc qui est dans l'écologie. Et ils m'ont un peu initié, les 2 cofondateurs, à l'univers environnement, sensibilisation à l'écologie, notamment au zéro déchet. Donc aujourd'hui, je me suis dit assez naturellement, le tourisme, on n'a pas une visibilité à court terme ni à moyen terme. Donc on continue avec nos clients actuels. On continue à développer tout l'aspect tourisme durable, à accompagner les acteurs de ce secteur, à accompagner les acteurs du tourisme en France. Mais on va aussi essayer de prospecter dans le secteur environnement écologique qui nous plaît bien. Donc par exemple, là, on travaille pour une lessive écologique. Ah, On fait on fait sa communication, on les aide, on les accompagne dans leur com. Donc ça reste aussi assez cohérent et finalement, vu que dans toutes ces périodes de crise, on a toujours des raisons de rester optimiste quand même, je trouve que nous, depuis 1 an, ça nous a permis de finalement plus réfléchir à nos valeurs. Et finalement d'avoir, on a un petit peu moins de clients qu'il y a 1 an, hein. On en avait une dizaine, maintenant on en a 5-6 parce qu'on a des clients sur la durée, mais avec une vraie cohérence.
au niveau des valeurs, qu'ils soient dans le tourisme ou dans d'autres secteurs. Donc le rebond, ça serait vraiment se recentrer sur le cœur de métier, votre cœur de cible, votre cœur de valeur, dans le fond, qui nous botte le plus, où on veut mettre d'énergie, mais aussi en fait, sur d'autres axes, comme vous l'avez fait, par exemple, en plus de la culture, aussi, du coup, l'écologie, par exemple. Mais est-ce que Ouais, ouais, vous c'est ce qu'on avez a fait. utilisé, par exemple, des nouvelles technologies? Là, Startup Safari, on a dit annuler l'événement l'année dernière. Il faut absolument qu'on le fasse. Ça serait dommage de ne pas le faire. Ça nous manquait de voir des gens, ça Mmh. nous manquait de générer ces rencontres qu'on adore faire, parce qu'en plus, on est persuadé que aussi de l'innovation est née. On s'est tourné vers cette solution. On a créé ce monde 3D. Est-ce que vous, dans votre approche, vous avez aussi trouvé des nouvelles technologies qui peuvent vous servir justement, ou est-ce que c'est pas encore vraiment mature, je dirais, est-ce qu'on est un peu dans le balbutiement de tout ça? Ouais, non, comme je te disais tout à l'heure, bah, déjà pendant le confinement, les réseaux sociaux ont pris une énorme ampleur. Tout le monde était sur son téléphone. Donc on avait fait les apéros Zoom. Honnêtement, Zoom, on l'utilisait pas nous avant. Donc on l'a utilisé, mais vraiment, de façon professionnelle. C'était presque une petite, comme un plateau télé en fait, ce qu'on proposait. Après on essaie oui d'utiliser les nouveaux moyens de communication. Là, on a proposé à nos clients de créer son podcast dans le voyage. Là, mon associée sur un autre projet, Marion, dont on va parler tout à l'heure, elle est à fond sur Clubhouse. Donc, tu sais, le nouveau réseau social autour de l'audio. Donc là, c'est plutôt elle qui investit ce nouveau réseau. Donc oui, on essaye dès qu'il y a des grandes tendances, de les tester, de les proposer à nos clients. Alors parfois, ça va pas correspondre à l'audience de nos clients. Il faut qu'on regarde si ça correspond bien, mais bien sûr, ça fait partie de notre rôle en tant que consultant en communication d'être au courant de ces nouvelles technologies. C'est aussi pour ça qu'on s'intéresse de près aux startups, qu'on participe à des événements comme Startup Safari, parce qu'on a beaucoup de startups parmi nos clients aussi et partenaires. Ok, très, très bien. Et du coup, en fait, on a parlé un plein d'introduction. Donc, ça, c'était plutôt la partie RP digital. Mais quand on s'est rencontré la dernière fois, c'est justement parce que tu as fait une belle rencontre au dernier Safari avec quelqu'un avec qui tu voulais justement lancer encore un autre projet. Ouais. Alors, bah, du coup, je vais commencer par le début. Donc, en fait, Startup Safari, nous, on y a participé donc il y a 3 ans, en 2018, si je me trompe pas. Donc, avec ma petite couche avec qui on partageait nos bureaux. L'idée, c'était plutôt eux qui ouvraient leurs portes, mais vu qu'on choisissait un thème, je crois que notre thème, c'était quelle synergie, en fait, on peut avoir en partageant des bureaux avec quelqu'un qui est pas dans le même domaine d'activité. Donc, on avait parlé de ça. Déjà, on avait fait des belles rencontres. On avait eu 3 visiteurs, mais qualitatifs, et ça nous avait beaucoup, beaucoup aidé. Moi, notamment, j'avais fait le choix de recruter une collaboratrice suite à Startup Safari. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais c'est le directeur innovation d'une grosse boîte qui est venu nous visiter qui m'a donné cette impulsion. Donc ça avait été vraiment fructueux pour tous, je pense. L'année suivante, donc tu nous avais confié les RP de l'événement. L'année d'après, on avait encore ah oui, et on avait aussi ouvert nos portes. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Marion Aburto, qui a un peu le même parcours que moi, qui est attachée de presse depuis plus de 10 ans, mais elle est spécialisée dans le sport. Donc on a un peu le même parcours, le 10 ans d'expérience, 2 enfants, on est aussi prof à côté chacune, et spécialisée en communication, et on a tout de suite accroché, et on s'est dit l'une de nous est spécialisée dans le tourisme, l'autre dans le sport. Il faut absolument qu'on mette quelque chose en place autour des Jeux Olympiques 2024. Donc, on a monté une offre qui s'appelle 20h24, mettez-vous à l'heure des Jeux, qui est à destination des collectivités pour les aider à s'emparer de l'événement Jeux Olympiques pour faire rayonner leur territoire à l'occasion des Jeux.
Donc on est vraiment c'est vraiment du tourisme sportif, à la frontière entre le tourisme et sport. Et en fait, on a voulu aller plus loin. On s'est dit, mais autant carrément construire une offre de conseil en communication pour des projets tourisme et sport. Donc c'est une petite agence du coup qui s'appelle Madame Persil. On voulait la lancer donc l'année dernière à l'édition 2020 Startup Safari. Donc ça s'est pas fait, mais on a quand même monté l'activité. On a notre site, on a déjà eu 2 clients, donc on est contente. Alors malheureusement, je t'ai dit, je cumule communication, tourisme, culture et maintenant sport. Le sport est aussi quand même très impacté, les événements sportifs actuellement. Donc notamment au niveau des Jeux Olympiques, quand on en parle aux collectivités, pour l'instant, c'est pas leur priorité. Normalement, en termes de calendrier, avril 2021, elles devraient toutes être à fond sur les Jeux Olympiques 2024. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Elles ont d'autres chats à fouetter. Elles se concentrent sur le Covid et d'autres sujets. Donc nous, en tout cas, on prépare nos offres et on sera prête le moment venu à proposer nos services dans ce domaine-là. Donc, pour l'instant, on y croit. Les JO 2024, on va les faire comme on a souhaité, avec du public, avec du tourisme. On est plutôt confiant. J'espère bien que oui, que d'ici 3 ans, cette crise sera derrière nous. Alors forcément, je pense que le tourisme et les événements sportifs n'auront plus le même profil. Enfin, ça sera forcément différent. Je veux dire, on aura du gel hydroalcoolique à tous les coins de rue, c'est évident. Je pense que ce sera autre chose, mais il y aura aussi des choses mieux qu'avant, je l'espère. Ah bah, j'espère bien. Et justement, donc tu parlais de ces solutions que vous avez cherchées pour rebondir. Vous avez perdu beaucoup de clients quand même, comme tu disais. Est-ce que vous avez pu, pour avancer, pour aller plus loin, bénéficier de quelques soutiens privés ou publics qui vous ont permis justement de passer cette épreuve? Oui, comme beaucoup d'entreprises, moi j'ai fait appel au dispositif d'activité partielle dès le départ pour ma collaboratrice. On n'est que 2 à l'agence, donc elle est en activité partielle depuis 1 an maintenant. Avec des hauts et des bas. Elle a été à mi-temps parfois, à plein temps. En ce moment, elle travaille très peu parce qu'on n'a pas assez d'activité et de trésorerie pour qu'elle travaille davantage. Donc, elle travaille quelques jours par mois. Ça, c'est pas évident à gérer au quotidien, mais en tout cas, c'est quand même un dispositif qui permet de maintenir l'emploi. Et ensuite, et puis quasiment le salaire presque complet. Et ensuite, on a fait appel à un prêt, à un PGE. Comme beaucoup de boîtes qui nous aident aussi. J'espère que c'est pas un cadeau empoisonné non plus, ça reste un prêt, donc il va falloir le rembourser normalement. Ça va être une autre histoire à suivre, ce que ça va donner, tous ces prêts dans 1 ou 2 ans. Donc oui, on a eu ces aides-là, heureusement. Après, on est dans le cas de beaucoup de très petites entreprises où on n'a pas assez perdu pour être complètement aidé. Et en même temps, on a trop perdu pour être en bonne santé financière. Donc c'est assez compliqué, on est entre deux. Mais je tiens bon parce que je pense qu'on a quand même encore des clients, on n'est pas à l'arrêt. On a des demandes, on a des projets, donc on reste confiant, et on espère que ça va se dégager d'ici quelques mois. Je pense que, comme je te l'ai dit, je pense qu'à la rentrée, ça sera un peu plus, on aura plus de visibilité. Et puis là, j'espère qu'on croulera sous les demandes. Les voyageurs auront envie de partir et les acteurs du tourisme auront besoin de structurer leur communication. Donc, on sera au rendez-vous à ce moment-là. Et cet été, du coup, pour l'instant, ça a l'air de se présenter comment, en fait, de point de vue tourisme? Cet été, je pense que ça va être encore assez compliqué. Bon, j'ai pas de boule de cristal, donc je peux pas trop. Alors la France, je pense que ça va bien fonctionner, mais bon, ça va faire beaucoup de touristes français en France, donc faut aussi s'organiser. Pour l'étranger, je pense que ça va être encore un peu compliqué. Tant qu'il n'y a pas eu toutes les vaccinations, etc. Donc, à suivre. C'est compliqué de savoir pour cet été. Je te dirais un peu la même chose pour les restaurants. Enfin, nous, on a aussi des partenaires, par exemple, qui sont des cinémas, vu que j'ai aussi cette casquette culture.
Alors là, je ne peux pas te dire les cinémas, les restos quand ils vont rouvrir, je pense en début d'été. Mais c'est ça qui est pas évident aussi en termes de communication, c'est qu'on prépare nos plans de communication de reprise avec de la pub, voilà, tout un plan de reprise des vols, par exemple pour les destinations étrangères. Et puis on attend et on décale en permanence ce plan de com. Donc ça, c'est assez frustrant, mais on sait qu'à un moment donné, ça va y aller, quoi. Donc, vous êtes dans les starting blocks et vous Ouais, attendez c'est ça. le bon moment pour lancer la communication. On est dans les starting blocks pour la reprise et en attendant, on est là pour que nos clients ne se fassent pas oublier. Qui prennent la parole dans les médias ou sur les réseaux sociaux sur des sujets qui intéressent les consommateurs, les voyageurs. Donc, on parlait du tourisme durable tout à l'heure. C'est le type de sujet sur lesquels nous, on va aider nos clients à intervenir parce qu'ils sont experts de ces sujets-là pour donner leur avis. Voilà, faut pas qu'on les oublie. Et ensuite, comme tu dis, on est dans les starting blocks pour la reprise. C'est super. Je croise les doigts que la situation elle change rapidement. Et est-ce que tu aurais quelques conseils aux entrepreneurs qui se sont lancés justement, peut-être l'année dernière, dans le tourisme ou la communication? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Alors, bah, il y a 2 choses. Donc communication, on en a un peu parlé tout à l'heure pour la communication, ça serait de toujours être à l'affût des nouveautés, des dernières technologiques, des innovations. Donc ouais, on parlait de Clubhouse, des podcasts, donc ça c'est hyper important d'être connecté, de participer à des événements. Tu le disais tout à l'heure, moi aussi ça me manque énormément étant dans la communication, le contact. D'habitude, j'ai des rendez-vous toute la journée avec des journalistes, des blogueurs. On va à des salons. Nous, les professionnels du tourisme, on a un rendez-vous annuel. C'est Top Resa, c'est le salon des pros du tourisme. Ça a été annulé. C'est vraiment un déchirement. Donc ça manque, mais on a plein maintenant d'alternatives avec tous ces événements en ligne. Donc assister à des webinaires, se former, ça c'est le premier conseil dans la com, c'est vraiment être au taquet sur les innovations, les nouveautés, ce qui est quand même bien possible aujourd'hui. Et ensuite au niveau du tourisme, je donne tous les jours des conseils aux jeunes professionnels du tourisme parce que comme je te disais, je donne des cours à l'Institut de tourisme de la Sorbonne, où j'ai fait mes études, où j'ai travaillé. Maintenant, je donne des cours depuis 4 ou 5 ans, et notamment des cours en tourisme sportif et tourisme durable, et en communication culturelle. Donc, bon, mes 3 dadas. Je leur donne aussi des conseils en recherche d'emploi. Et en fait, je veux reparler un peu du même sujet. J'admire beaucoup la nouvelle génération qui est très sensible au sujet environnement. J'ai animé tout un atelier de terrain cette année sur le tourisme international à l'heure de l'urgence climatique. Mes étudiants sont en tourisme international. Je peux te dire que cette année, c'est compliqué. Tu es Oui. étudiant en master 2 en tourisme international en plein Covid, c'est assez compliqué de rester motivé. Et dont la moitié de touristes, la moitié d'étudiants étrangers, donc qui est déjà qui est déraciné, qui est dans un autre pays avec ce contexte. J'ai été assez impressionnée par leur voilà, il y a des hauts et des bas, mais par leur force de caractère, leur motivation. Et tous croient en ce tourisme de demain plus durable, alors à la fois sur son volet écologique, mais il ne faut pas aussi oublier le volet social, inclusif. Je suis assez étonnée de voir que maintenant, les étudiants, la moitié d'entre eux font des mémoires sur ce sujet-là. Moi, il y a 12 ans, quand j'ai fait mon mémoire, il y avait très peu d'étudiants, moi la première, hein, peu d'étudiants s'intéressaient à ça. Aujourd'hui, c'est vraiment dans leur voilà, c'est évident pour eux de prendre en compte l'aspect développement durable dans leur métier. Donc, je suis assez admirative de cette génération. J'ai confiance en eux et j'étais très fière. Je vais te partager aussi une petite joie parce que je pense qu'en ce moment, il faut aussi savoir saisir si la crise nous apprend aussi quelque chose, c'est de savoir saisir les bons moments
tu vois, les opportunités, les moments, les petits moments de bonheur pour lesquels on peut être reconnaissant. Et j'ai eu 2 étudiants de ma formation qui ont gagné un concours de tourisme durable parmi 100 projets en France. Ils ont proposé de monter un parcours autour du patrimoine immatériel en Colombie. C'est un étudiant colombien et une étudiante italienne. Ils ont fait ça en plus de leurs cours. Donc, sachant que cette année, c'est compliqué pour les étudiants. Donc, j'étais très fière d'eux. Et donc, voilà, je les conseille pour un jeune professionnel du tourisme, c'est vraiment de s'intéresser au tourisme de demain, au tourisme durable. Il y a énormément d'événements autour de ce sujet. J'étais dans ta ville à Troyes à l'automne dernier, juste avant le reconfinement. Il y avait les universités du tourisme durable. C'était le dernier événement avant que les événements soient limités. Donc il y a beaucoup d'initiatives et encore une fois, voilà, être connecté à tout ce qui peut se faire, toutes les initiatives, ne pas se rester centré sur ce qu'on fait nous, mais de regarder tout ce qui se fait ailleurs. Un bon conseil aussi, ça peut être de regarder ce qui se fait dans les autres domaines, ne pas rester que sur le sien. Et on le voit bien aujourd'hui, hein, faut pas être que sur son domaine, sinon ça peut s'arrêter du jour au lendemain suivant le contexte. Donc voilà, moi j'aime bien regarder aussi par exemple les réseaux sociaux d'entreprises dans des domaines complètement différents. Et on y trouve aussi des bonnes pratiques qu'on pourra éventuellement reproduire pour nos clients. Très bien, très bien. Donc, effectivement, s'intéresser à l'innovation, tester les nouvelles choses et aussi voir comment on peut se diversifier pour être un peu moins sensible s'il y a une partie qui est plus ou moins plus impactée que d'autres Ouais. par la crise. Merci beaucoup, Mathilde. On a marre quelques questions, a priori, dans Ouais. Slido. Donc, est-ce qu'on peut les voir? Voilà. Alors, Effectivement, il y a quelques questions. Alors, y a-t-il un rapport entre le nom Madame Persil et le sport? À part qu'il paraît que le persil donnerait de la vigueur. Ah, ça, je savais pas. Non, Madame Persil, alors faudrait vraiment qu'on prévoie une petite réponse là-dessus avec Marion. On cherchait un nom qui fasse le lien sport et tourisme. On pensait à des choses comme l'agence Break, qui évoque à la fois les vacances et le sport. C'était déjà pris. Toutes nos idées étaient déjà prises. Et puis en fait, je vous l'ai dit, on est toutes les deux jeunes mamans et on s'est mises à chanter Quelle heure est-il, Madame Persil. Et c'est resté. On trouvait ça assez sympa, le côté aussi féminin, parce qu'on est toutes les deux avec ma collaboratrice Célia sur le projet. Donc non, c'est vraiment juste un nom du coup qui rigolo, qu'on retient. Parfois, le nom n'a pas de lien direct avec le sujet, mais ça fait parler, c'est bien. Ben, on le voit bien d'ailleurs, la première question Ouais. est posée sur le nom, donc effectivement. Alors, plein de villes se sont labellisées terre de jeu, voire base arrière des JO, Ouais. mais toutes n'accueilleront probablement pas de sportifs internationaux. Quel serait votre Ouais. conseil pour que les villes terre de jeu puissent tirer les épingles du jeu et accueillir réellement des sportifs de haut niveau? Ouf, alors là, c'est pas que de la communication, cette question-là. Nous, on s'occupera vraiment du volet communication et notamment pas forcément du volet purement sportif. Ça sera pas vraiment notre ressort d'accueillir des sportifs de haut niveau. Nous, on va vraiment essayer que des villes labellisées terre de jeu. Donc en fait, je vais quand même dire un mot. Le label terre de jeu. Oh là, oui, il y a plein de questions. Le label terre de jeu, c'est pas uniquement pour les villes qui vont accueillir justement des sportifs ou des épreuves sportives, des spectacles sportifs. C'est toutes les villes ou les collectivités autres que villes qui ont envie de participer à ce grand élan autour des Jeux Olympiques. Je te donne un exemple. Ici, les Moulineaux, où j'habite et où je travaille, ils sont terre de jeu, mais ils vont pas accueillir d'épreuves, je crois. Par contre, ils ont envie de participer à ce grand événement. Donc nous, on va aider les collectivités à en parler. Quand on est labellisé terre de jeu, on a un kit de communication, du graphisme à mettre sur les réseaux sociaux, etc. Nous, on va être un peu leur chef de projet com. On va les aider à utiliser ce kit. On va les aider à attirer les journalistes, à mettre en valeur leurs équipements sportifs, les sportifs qui sont nés peut-être sur le territoire, etc. Après, comment accueillir les sportifs de haut niveau? C'est assez complexe, mais l'Anonymous qui a écrit pourra me contacter. On pourra en discuter avec plaisir. Oui, c'est certainement effectivement
l'objectif autour de ça n'est pas forcément de faire partie des jeux, mais ces labels ne sont pas là que pour dire on va participer aux jeux, mais plus globalement parler du sport, de ce qu'on peut faire sur le territoire français et valoriser aussi les sportifs professionnels, mais aussi le sport récréatif. Et ça va très bien avec, effectivement, aussi avec les nouvelles habitudes, le développement durable et surtout aussi tourisme un peu plus local. Tu n'en as pas beaucoup parlé. Alors, ma dernière question, et après, on va se quitter pour cette fois-ci. Tu parlais beaucoup de tourisme durable. Est-ce que le tourisme durable, c'est du tourisme local? Alors pas forcément. On en parlait beaucoup aux universités du tourisme durable à Troyes justement. C'est pas forcément un tourisme local. Alors moi je travaillais par exemple pour Troyes. Là je vois que tout le monde va à Troyes. On s'est rencontrés au Rucher Créatif d'ailleurs. C'est les personnes du comité départemental du tourisme qui m'avaient présenté le Rucher Créatif. On va avoir des initiatives au niveau local, mais c'était tout l'enjeu aussi de mes cours sur le tourisme international. Peut-il être durable? On peut aussi faire du tourisme durable à l'étranger. Regarde, je t'ai parlé du projet de mes étudiants en Colombie. Alors oui, bien sûr, tu vas avoir l'empreinte carbone due à l'avion déjà, mais peut-être que sur place, déjà on va pouvoir compenser aussi l'empreinte carbone, et sur place, on va pouvoir avoir plein d'actions durables auprès des populations locales, etc. Donc non, le tourisme durable n'est pas forcément local. Très bien. Eh Heureusement. ben, Mathilde, merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir pris part encore à Startup Safari 2021, cette édition spéciale qui est donc en virtuel, dans le monde en 3D. Et on peut te retrouver, je crois, encore cet après-midi dans le monde 3D, si Ouais, jamais vous avez des c'est questions. ça. Je vais aller sur le Mathilde, stand et puis on peut en discuter, terre de jeu ou autre sujet avec plaisir. voilà, donc, je voudrais en profiter aussi, c'est que pour permettre au plus grand nombre de nous rejoindre dans ce monde en 3D, vu qu'on est dans la deuxième partie de l'après-midi, avec le code Enjoy Safari, que je vais partager là tout de suite sur les réseaux sociaux, on vous offre les tickets pour Safari pour profiter de la fin de cette belle journée. Voilà. Super, bah, à tout à l'heure. Merci à tous. Merci beaucoup, Merci Andrej. Mathilde. Merci. Au À tout à revoir. l'heure. Au À revoir. bientôt.